Lutter, un comportement instinctif. Comme l'animal, l'homme a cette nature en lui. Pour survivre, conquérir et se défendre, mais aussi pour le plaisir. Il codifie au fil des siècles d'innombrables formes d'affrontement pour assouvir ce besoin. Aux Jeux Olympiques, il veut aller plus vite, plus haut, plus fort. C'est la devise. Dans ce rassemblement séculaire où il ne cesse de s'affronter, la lutte est présente depuis l'origine. 280 lutteurs représentaient 36 pays, dont beaucoup participaient pour la première fois aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, plus de 700 formes de combat sont répertoriées. Parmi elles, nombreuses sont celles qui font appel au corps à corps. Empreintes de règles différentes selon les cultures, ces formes de combat sont présentes dans la quasi-totalité des pays. Pourtant, une seule est aujourd'hui codifiée de manière unique dans plus de 180 nations. C'est la lutte olympique. Mais coup de tonnerre en 2013. À la surprise générale, le comité exécutif du CIO propose la sortie de la lutte du programme des Jeux. L'incompréhension est mondiale. Dans certains pays, la catastrophe est culturelle. Les Jeux sans la lutte, impensable. Le monde s'émeut et réagit. D'innombrables pays crient au repère olympique bousculé. Le CIO entend et rattrape pour un temps seulement ce pilier des Jeux. Au sein d'un collège français, la surprise est également de taille. Un professeur très impliqué dans le monde de la lutte est interpellé par l'envergure du mouvement Save Olympic Wrestling, un mouvement né pour la sauvegarde de la discipline. La décision du CIO lui donne une idée singulière. De son établissement démarre le projet Wrestling Around the World. Une équipe qui veut comprendre pourquoi le mouvement de défense de la lutte est aussi important. Son objectif, montrer la véritable place de la lutte à travers le monde, et ainsi justifier son retour au sein du programme olympique. Cet entraîneur n'en est pas à son premier voyage à travers le monde. Mais il est loin de savoir où cette idée va l'emmener. L'écho qui sera donné à son projet va dépasser toutes ses attentes. Plus d'1 an sera nécessaire à la mise en place du projet. Le parcours à travers le monde est difficile à établir. Le choix des destinations est soumis à de nombreux facteurs faisant évoluer le circuit et la constitution de l'équipe doit répondre à de nombreux critères. Mais il faut avant tout établir une stratégie de financement. Le budget est pharaonique pour cette équipe seule sur la ligne de départ. Elle doit prouver l'intérêt de son projet pour convaincre des partenaires. L'équipe est rigoureusement sélectionnée de jeunes athlètes qui représentent l'avenir. Ils échangent aisément et savent s'adapter à des situations parfois difficiles et inattendues. Pour un projet aussi fou, il faut aussi trouver des cadres très particuliers. Un entraîneur passionné, un technicien des sports de combat et un caméraman prêt à s'adapter à de nombreuses situations. Le jour du départ, nul ne se doutait que le projet durerait plus de 2 ans et que cette équipe passerait plus de 6 mois à l'étranger pour atteindre son objectif. Par la route, par bateau ou par les airs, ils partent à la rencontre de ces pays qui vivent la lutte, dans les centres d'entraînement de haut niveau, mais aussi dans des villages les plus isolés, où se perpétuent depuis des millénaires les luttes au corps à corps. Une formidable aventure sportive, humaine et culturelle commence. Et môme, parce que
tu les prends comme ça et que tu les emmènes, t'as pas peur? Ouais, alors là, tu touches à un domaine sensible. Aujourd'hui, on ne veut plus prendre de responsabilités. Et là, nous, malgré tout, l'amour de notre discipline, notre passion, elle nous fait prendre le risque de partir quand même. Alors, on l'a fait de manière professionnelle. On a tout cadré, tout est carré. Les cadres sont sérieux. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. J'ai confiance en mes cadres, j'ai confiance aux gamins. Ça va bien se passer. Notre équipe est française. Est-ce le hasard qui en a voulu ainsi? Peut-être pas. En voulant ôter une racine du programme olympique, c'est Pierre de Coubertin que l'on dérange dans son sommeil. Il était peut-être écrit que des Français lutteraient à nouveau pour préserver la tradition olympique. La Suisse s'impose également comme une destination prioritaire. Au siège de la Fédération internationale, notre équipe est présentée au président Lalovic, qui témoigne d'un grand intérêt pour cette idée. Le rendez-vous est pris dans quelques mois en Ouzbékistan, pour rendre compte de l'avancée de notre projet. À 2 pas de la Fédération internationale, c'est avec l'histoire que nous avons rendez-vous. La visite du musée olympique de Lausanne constitue une bonne entrée en matière pour nos jeunes. Dans ce lieu dédié à l'histoire des Jeux, il situe aisément la place de la lutte au sein du programme olympique. Les Jeux olympiques modernes ont été rénovés par le baron Pierre de Coubertin en 1894. Mais l'origine des Jeux remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils se tiennent à l'époque en Grèce, notamment dans le centre religieux d'Olympie. La lutte y figure déjà en bonne place, mais d'autres formes de lutte remontent à une bien plus haute antiquité. En 2000 avant Jésus-Christ, les 400 fresques de la nécropole du site de Beni Hassam en Égypte démontrent déjà l'attachement de l'homme à cette discipline. Bien qu'au départ associée à la guerre, la lutte va bientôt faire partie des activités ludiques des peuples. Empreinte de caractère festif ou religieux, les spécialistes répertorient actuellement plus de 700 styles vivants à travers le monde. Ces nombreux styles sont aujourd'hui reconnus par la Fédération internationale, la United World Wrestling. Cette fédération permet à toutes ces formes de lutte d'être représentées aux Jeux sous une forme unique, la lutte olympique. C'est peut-être l'une des raisons qui explique l'ampleur du mouvement Save Olympic Wrestling. La célébration des Jeux inclut de nombreux rituels et symboles. Le drapeau olympique, la flamme olympique, les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux sont des rituels qui font l'histoire du sport. Il est délicat de les bousculer, car ils font partie de nos traditions. Au sein du musée, devant la maquette du site d'Olympie, nos jeunes réalisent avec plus de clarté ce qu'était l'événement olympique antique. Aussi, quand la réalité remplace l'imagination, l'émotion est palpable. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la palestre d'Olympie, site d'entraînement des lutteurs, en Grèce. Au cœur de ces monuments, faute de pouvoir reproduire un entraînement, ils immortalisent l'événement. Au cours du XXe siècle, le CIO a nécessairement adapté les Jeux aux changements économiques, politiques et sociaux. Mais supprimer la lutte du programme olympique reviendrait pour nos jeunes à oublier ce passé. La rencontre avec les représentants de la municipalité d'Olympie va renforcer ce sentiment. Les élus nous expliquent leur combat pour le maintien du départ de la flamme du site historique d'Olympie. Un combat certes économique pour la ville, mais aussi l'expression de leur attachement aux traditions. Le président de la fédération grecque, M. Konstantinos Stanos, nous accueille à Athènes. Il nous fait part de sa forte implication dans le mouvement et nous incite à associer un maximum de fédérations à notre action. La Fédération hellénique de lutte, le ministère des Sports et toutes les autorités ont réagi très fort ici. Nous estimons que la lutte est un sport fondamental des Jeux Olympiques. Nous ne pouvons pas imaginer les Jeux sans la lutte.
cours de notre périple, cette position ne fera que se renforcer. La lutte est une pratique inhérente à l'homme, car sa mise en œuvre est simple. Aux quatre coins du monde, d'innombrables luttes traditionnelles se sont développées. Nous voulons découvrir ce qu'elles ont en commun et ce qui les associe ainsi à la lutte olympique. C'est le maire de la ville. À peine franchi la frontière turque, et déjà le président de la fédération, M. Hamzai Alinkaya, nous informe qu'un prestigieux tournoi de lutte à l'huile se déroule à Kumlucha. Plus de 1000 km sont effectués de nuit pour ne rien manquer du spectacle. La lutte est incontestablement l'un des sports les plus pratiqués au monde. Chaque civilisation, chaque communauté, chaque ethnie a développé son propre style. En Turquie, comme dans d'autres pays, la lutte est le sport national. La forme traditionnelle, appelée güreş, se pratique le corps enduit d'huile. Les règles sont simples, adaptées à l'environnement. Elles définissent un lieu de pratique, une tenue vestimentaire et un système de cotation accessible au public. Notre équipe est accueillie par le maire de la ville. Plus de 800 lutteurs sont réunis pour cette manifestation. Les combats se déroulent sur l'herbe. Les lutteurs arrivent par vagues successives et se livrent à un rituel religieux avant de combattre. Tout est très organisé. Un grand nombre de combats ont lieu en un temps record. Sous un soleil de plomb, certains combats peuvent atteindre la demi-heure. Au fil des matchs, nous constatons de nombreux points communs avec le style olympique. Des gestes techniques similaires, un objectif commun, amener son adversaire sur le dos, des marques de respect bien visibles. Au cours de la compétition, les gestes de contestation sont quasiment absents. La singularité de ce style réside dans la difficulté à saisir son adversaire. L'huile, répandue sur le corps, rend ce geste impossible. La kispet, pantalon de cuir très solide, est une alternative efficace. Marqués par ce spectacle, nous ne résistons pas à l'envie d'essayer cette pratique plus que surprenante. Des sensations assurées. Nous reprenons notre route vers la Bulgarie. Autre pays de lutte, autre terre de tradition. Monsieur Valentin Jordanov, président de la fédération, nous propose de faire connaissance avec la lutte traditionnelle bulgare. Au bord de la mer Noire, à Burgas. Sur l'herbe d'un champ qui fait office de salle, les catégories de poids et d'âge ne sont pas la préoccupation majeure des organisateurs. Seul le plaisir de l'affrontement compte. Au cœur de ce village, nos jeunes gagnent l'estime des locaux en participant activement au tournoi. Chaque victoire se traduit par une récompense en argent, directement versée par le maire du village. L'expérience est inédite pour nos athlètes et inoubliable. Chaque étape de notre voyage est l'occasion de pratiquer une nouvelle lutte traditionnelle. Notre passage en Ouzbékistan nous laisse le temps d'aller à la rencontre du Kourash, qui signifie lutte en ouzbek. Dans un centre d'entraînement pour jeunes, tous les styles masculins sont réunis. Lutte libre, gréco-romaine et Kourash. Nous n'hésitons pas à nous engager sur tous les tapis. Plus d'une centaine de jeunes nous invitent tour à tour à se mesurer à eux. Le style et la veste du Kourash
le font ressembler au judo traditionnel, sport de préhension proche de la lutte. Le seul intermédiaire supplémentaire est la veste. Là aussi, nous constatons de nombreux points communs avec la lutte olympique. La projection sur le dos est toujours déterminante, mais dans ce style de lutte, pas de combat au sol. Le courage est apparenté au sambo russe, que nous aurons le plaisir d'admirer en Azerbaïdjan. Les premiers Jeux européens à Bakou sont l'occasion pour ce pays du Caucase d'inscrire au programme cette lutte traditionnelle très répandue dans ces régions. Le sambo, créé en URSS dans les années 30, signifie en russe « autodéfense sans armes ». Un mélange de plusieurs sports de combat initialement destinés aux forces spéciales russes, les Spetsnaz. Au pays du soleil levant, le sumo est légendaire. Plusieurs millions de spectateurs l'apprécient. Cette lutte traditionnelle japonaise est mal connue des Européens. Le physique hors du commun des sumotori et les rites qui accompagnent les combats donnent lieu à de nombreux clichés. Il faut aller à la rencontre du Japon et des sumotori pour apprécier les finesses de ce sport et comprendre l'état d'esprit qui qualifie ce pays, le respect. La naissance du sumo remonte à quelques siècles avant l'ère chrétienne. Une discipline d'apparence simple qui a su traverser les siècles sans perdre de son authenticité. Comme beaucoup de luttes traditionnelles, le sumo est empreint de religion. Une collection de rituels qui communient avec la nature. La hiérarchie des sumotori est pyramidale. Elle concerne environ 900 lutteurs. Seuls 4 d'entre eux au maximum arriveront au titre de champion suprême, le Yokozuna. Le but poursuivi par les sumotori n'a pas varié au cours des siècles. Il faut expulser son adversaire de l'aire de combat ou le projeter à terre. Mais contrairement aux autres sports de combat, il n'y a pas de catégorie de poids. Sur le dojo, nom donné à l'ère sacrée de combat, la poussée est incontournable. La surface est 2 fois plus petite qu'un tapis olympique. On comprend donc l'importance de ce geste, renforcé par la masse des lutteurs. Il ne faut pourtant pas se fier aux apparences et douter des capacités de ces athlètes. Monsieur Koichi Sato, proviseur de Saitama Sakai High School, nous invite à participer aux entraînements des jeunes sumotori. Les entraînements sont très physiques et certains exercices sont intenables dans la durée. Les sumotori cherchent à abaisser au maximum leur centre de gravité. Leur travail de poussée est également redoutable. Parmi ces jeunes, certains intégreront l'une des prestigieuses écuries du quartier Ryogoku. Ils combattront un jour, dans le palais national du sumo, le Kokujikan. À des milliers de kilomètres de là, dans le Grand Nord canadien, la lutte se pratique même sur la neige. Nous n'aurons pas l'occasion de monter sur la banquise, mais l'hiver glacé des Grands Lacs va nous permettre d'expérimenter une autre tradition. Pierre Chartier, professeur au lycée Saint-Clair de Toronto, nous explique que l'aire de combat de la lutte inuite est délimitée par de la cendre. Au cours du match, celui qui décolle son adversaire du sol remporte le combat. Allez, soulève-le. Côté projection, aucun problème. L'environnement constitue un tapis idéal. Si certaines luttes traditionnelles telles que la lutte inuite sont moins connues, c'est en raison de leur isolement géographique. Sur le continent américain, il en existe une, par contre,
qui bénéficie d'une popularité surprenante, la folk wrestling. Implantée dans les universités américaines comme le basketball, la folk wrestling est le premier sport individuel américain. Près d'1 million de personnes sont concernées par la lutte. Le style traditionnel américain s'est considérablement développé au cours du XXe siècle. Les performances olympiques ont suivi ce développement et augmenté la popularité de ce sport. Mais la lutte est aussi un reflet de l'esprit américain. Nous nous en apercevons en parcourant les salles qui mettent en valeur l'effort, l'engagement et la performance. C'est aujourd'hui une véritable institution qui rassemble des foules considérables. La folk wrestling est proche de la lutte libre olympique. La surface de combat est identique. Hormis un casque obligatoire, rien ne différencie la tenue des lutteurs. Au contact de Jeremiah Weber, notre hôte et entraîneur universitaire, nous découvrons une subtile différence entre l'esprit du style olympique et celui de la folk wrestling. Alors que la lutte olympique privilégie l'action spectaculaire et la prise de risque, la lutte universitaire encourage le contrôle et la maîtrise de son adversaire. Ce critère est déterminant en l'absence de victoire par tombée. Soulève ma jambe, voilà. Changement de décor. Après le confort des salles américaines, nous passons à une lutte qui se pratique en extérieur. Le rendez-vous annuel de la Confédération des pays d'Afrique de l'Ouest nous conduit à Dakar, où de nombreux pays sont réunis pour un championnat de lutte sénégalaise. Après l'herbe, la neige, la terre, c'est maintenant le sable qui sera le terrain de jeu des lutteurs. Papis Gonesse, un champion très populaire au Sénégal, a tout de suite été sensible à notre action en faveur de la lutte. Il nous propose de découvrir, en sa compagnie, tous les aspects de sa discipline. Nous faisons connaissance avec un étonnant mélange de combat, de danse et de rite. Durant 2 jours, nous assistons à une succession de scènes venues d'un autre temps. Chaleur, couleur, son et images nous envoûtent. Au rythme des instruments et des chants qui ne s'arrêtent jamais, les combats se succèdent pendant des heures. La danse fait sans cesse partie du décor. Artistes et athlètes communient en permanence. Les marabouts envoûtent les athlètes qui répètent leurs rites. Les corps semblent sculptés dans le marbre. La lutte sénégalaise se pratique sur un cercle de sable. Un règlement simple déclare vainqueur celui qui fait chuter son adversaire. Il n'y a pas de combat au sol. Là encore, on comprend la facilité à pratiquer cette discipline qui ne nécessite rien en dehors d'un tapis de sable. Plus de 300 000 personnes pratiquent cette lutte au Sénégal. Et il est facile pour nous de s'initier à cette tradition. Jusque dans les quartiers, nous aurons le plaisir d'échanger autour de cette pratique. Merci Racine. J'espère que vous avez bien apprécié la démonstration.
À 2 pas de chez nous, existent aussi des luttes traditionnelles dont on ne soupçonne pas la richesse. L'ancienne civilisation celte, dont plusieurs peuples gardent encore des traces de langage, donne naissance à 2 luttes traditionnelles, le Backhold et le Gouren. Ces 2 luttes associent aujourd'hui 12 nations, qui se rassemblent tous les 2 ans à l'occasion des championnats d'Europe des luttes celtiques. Le tournoi a lieu cette année en France, à Brest. Les règles ne nous dépaysent pas. On y retrouve la nécessité de faire chuter et de nouveau l'absence de lutte au sol. Serments et rituels sont toujours présents. La similitude des styles fait qu'il n'est pas rare que des lutteurs pratiquent les 2 disciplines. Nous avons encore une fois l'occasion d'essayer ces luttes traditionnelles et à nouveau, nos bases de lutte olympique nous permettent d'en apprécier les nombreuses sensations. Combattre pour le plaisir fait partie de la nature de l'homme. Mais la recherche d'une reconnaissance ou d'un trophée motive aussi les combattants. Lors d'un tournoi de Gouren, le vainqueur triomphe en faisant un tour d'honneur avec un bélier sur le dos. En Suisse, la lutte traditionnelle récompense les champions par un trophée bien plus gros. À l'occasion des Jeux alpestres, un stade de plus de 50 000 personnes est monté pour assister à l'élection du roi de la lutte, qui se verra offrir un taureau. De notre côté, nous assistons à un championnat plus modeste, réunissant des athlètes de 16 à 19 ans. De 3 à 5 000 personnes assistent tout de même au spectacle. Et les trophées n'en sont pas moins étonnants. Dans ce style de lutte populaire nommé Schwingen, des pantalons spéciaux sont portés par des lutteurs qui s'affrontent sur des ronds de sciure. La lutte traditionnelle suisse, également nommée lutte à la culotte, impose la saisie du pantalon d'une main, l'autre étant accroché à une épaisse ceinture de cuir. Là aussi, le règlement est simple. Il suffit de faire tomber son adversaire sur le dos pour remporter la passe. Plus que le trophée, le champion de lutte bénéficie d'une grande popularité en Suisse. Cette discipline sportive moderne a su garder ses origines très anciennes. De nombreuses coutumes et traditions sont étroitement liées à ce sport. Parmi elles, une marque de respect ne nous échappe pas. Après la fin de la passe, le gagnant ôte traditionnellement la sciure accrochée sur le dos du perdant. Nous ne manquons pas d'essayer à nouveau cette forme de lutte qui nous offre le plaisir de plonger dans la sciure. Le cercle est constamment humidifié. Il est aussi salé pour obliger les lutteurs à recracher la sciure qu'ils pourraient avaler lorsqu'ils sont au sol. Notre dernière rencontre avec une lutte traditionnelle ne sera pas des moindres. En Mongolie, la lutte est le sport national. Dans ce pays qui vit en harmonie avec la nature, il faut avant tout s'imprégner du mode de vie pour comprendre les traditions. Dans un contexte où même l'entraînement se fait en communion avec la nature, nous faisons vite connaissance avec la lutte traditionnelle. Il n'est pas difficile de trouver un lieu où elle se manifeste. Sitôt sur place, la magie fait son effet. Les rituels commencent. Lutte traditionnelle et lutte olympique sont très médiatisées en Mongolie. Elles sont indissociables. 70% des médailles olympiques mongoles sont obtenues par des lutteurs. La lutte mongole commence par la danse de Garuda, oiseau mythique à l'apparence d'un aigle géant. On dit que c'est pour se montrer et impressionner l'adversaire que les lutteurs dansent ainsi, imitant le battement des ailes d'un oiseau. Comme toujours, au cours du combat, la chute de l'adversaire est déterminante. Ici aussi, l'absence de division de poids explique le gabarit hors norme des athlètes. Enfin, la courtoisie des lutteurs ne peut échapper aux spectateurs.
on n'attaque pas un adversaire dont la tenue se détache, on relève l'adversaire dont on a provoqué la chute, et enfin, on passe sous l'aile de l'oiseau à l'issue du combat. Le plus grand événement traditionnel de Mongolie est le Nadam. Durant 3 jours, la lutte, le tir à l'arc et les courses de chevaux sont au cœur de cette fête inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. 1024 lutteurs issus d'une sélection s'affrontent pour devenir le lion national. Au fil des expériences que nous vivons, toutes ces luttes semblent faire partie d'une même famille. Notre style olympique, qui nous a poussés à venir à leur rencontre, est le reflet de toutes ces traditions. Il unit les lutteurs du monde entier. Il est le lien entre tradition et modernité. Au fil du temps, la lutte olympique s'est harmonisée au niveau international. Elle s'est dotée de structures, de règles, de compétitions officielles. Au sein de la nouvelle fédération, la notion d'universalité de la lutte prend toute sa dimension. De véritables liens sont tissés entre lutte traditionnelle et lutte olympique. Aujourd'hui codifiée de manière unique, la lutte olympique est issue de siècles d'expérience. Pourtant, elle ne cesse d'étonner par ce qu'elle invente encore et encore pour atteindre les objectifs communs à toutes ces luttes. Faire chuter et immobiliser son adversaire. Notre jeune équipe aura le plaisir de s'en assurer à chacune de ces rencontres. Elle va voir se décliner à tous les niveaux de pratique les vertus d'une discipline qui a su franchir les portes du temps. L'excellence nous est présentée au sein de nombreux centres nationaux qui nous ouvrent leurs portes. Nous découvrons la qualité des entraînements respectifs des plus jeunes aux plus grands champions. Dans ces nombreux centres, on consacre sa vie à la lutte. Aux championnats d'Europe, aux championnats du monde, aux Jeux continentaux et olympiques, le haut niveau nous offre ces impressionnants spectacles. Action, émotion et passion sont au rendez-vous. Pour tous ces athlètes, il ne s'agit pas ici de gagner un bélier ou un taureau. Il s'agit de gagner le droit de participer un jour aux Jeux olympiques. Depuis Milon de Crotone, qu'ils auraient gagné 6 fois selon la légende, tous en rêvent. Jusque dans les minuscules salles qui nous accueillent, le rêve olympique se cultive. Aux 4 coins du monde, notre équipe rencontre la passion de la lutte. Dans chaque salle, nous retrouvons les gestes qui la caractérisent. Certains, immuables, ont traversé le temps. À l'instar des luttes traditionnelles, on recherche la chute par la seule saisie du corps. On immobilise au sol, puisqu'un tapis permet de continuer le combat sans risque pour l'adversaire. Au terme de la rencontre, on marque toujours son respect. Cette volonté de perpétuer la tradition ne fait pourtant pas de la lutte une discipline figée. Au fil du temps, elle s'ouvre à la modernité. Elle s'adapte aux attentes des pratiquants et des institutions. Soutenue par le travail d'un comité scientifique, les gestes se perfectionnent jusqu'à atteindre un niveau incroyable de précision.
Les règles suivent le besoin du spectacle. Elles sont contrôlées par un corps arbitral formé. La technologie permet d'analyser, de préparer, de juger des gestes d'une extrême complexité. Et la communication emprunte les voies les plus modernes. En 2004, une des plus grandes étapes de l'évolution de cette pratique ancestrale est franchie. Pour la première fois, la lutte féminine fait son apparition aux Jeux Olympiques. Un véritable cap pour une discipline de combat réservée aux hommes depuis toujours. Oui, le fait que la lutte féminine soit aux Jeux Olympiques, c'est énorme. Je pense que notre sport en sort grandi. Maintenant, les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes. À un moment, ils ont parlé de faire sortir la lutte des programmes des Jeux. Et je pense que cela a rendu notre discipline plus forte. Tous les pays se sont rassemblés et se sont battus pour garder ce sport olympique. Cette émulation nous renforce encore aujourd'hui. Très vite, ce passage à l'ère moderne est apprécié du public. Notre équipe croise ces guerrières modernes dans de nombreux pays. La qualité est au rendez-vous. Elles acquièrent une expertise hors norme et donnent naissance à un véritable style féminin de très haut niveau. Cette nouvelle image de la femme qui lutte tend progressivement à faire l'unanimité dans un monde très masculin. Au premier jeu européen à Bakou, le président de la République azerbaïdjanaise congratule ses championnes. En Iran, la lutte féminine fait aujourd'hui ses premiers pas. J'aimerais vraiment voir nos filles au jeu. On vit avec l'espoir que cela arrive, et c'est sûr, un jour ça arrivera. Partout, les esprits s'adaptent à l'image d'une femme qui combat. Oui, c'est la toute première fois que j'assiste à une compétition féminine de lutte. J'adore. J'espère pouvoir revoir ça un jour. Le regard sur les pratiques féminines évolue. Et la lutte olympique participe pleinement à cette évolution. Monsieur l'ambassadeur maintenant. Au cours de nos 2 années de quête, un autre aspect de la lutte marque notre équipe. Sa reconnaissance institutionnelle. Notre projet Wrestling Around the World est toujours chaleureusement accueilli par les institutions. Et nombreuses sont les personnalités qui affirment que des disciplines originelles telles que la lutte sont indissociables de l'histoire olympique. Au sein des municipalités, des instances sportives et des ambassades, nous constatons l'attachement mondial du monde politique aux valeurs traditionnelles que représente la lutte. Cette discipline était quand même la discipline mère et, me semblait-il, devait le rester. Vous pensez quoi de notre projet? Qu'en pensez-vous? C'est un très beau projet, méritoire, courageux, universel. C'est un projet qui mérite d'être encouragé et je vous souhaite le plus grand des succès. C'est un projet qui est mené par un Clusien, mais au niveau national, qui prend une envergure internationale. Le maire, il doit suivre ce type de projet. Quand j'ai appris que vous étiez lancé dans cette initiative, j'étais absolument subjugué. Mais c'est super de faire quelque chose comme ça, c'est super. D'abord, ça s'est jamais fait, que des jeunes prennent l'avenir de leur sport en main. Je trouve ça absolument exceptionnel. La question va se reposer en 2024, hein, le combat n'est pas fini. Je ne vous souhaite même pas bonne chance, je suis sûr que ça va porter des résultats. La place de sports traditionnels comme la lutte au sein du programme olympique pose la question de l'opposition ou de la complémentarité entre tradition et modernité. Je crois qu'il est indispensable qu'il y ait une complémentarité et que les sports historiques dont la lutte fait partie soient à la base du programme olympique, ce qui n'exclut pas pour autant le fait de donner la place à des sports modernes. Nous mesurons maintenant aisément la dimension que couvre notre discipline au sein du monde sportif. Et comprenons mieux le choc provoqué par son éventuelle suppression des programmes olympiques. Un choc
qui a engendré des réactions mondiales. Un choc qui a aussi donné naissance à notre projet et qui nous a permis de découvrir une particularité étonnante de ce sport d'opposition. Un phénomène qui va marquer notre équipe tout au long de son périple. Une forme de solidarité appelée Wrestling Family. Partout où nous allons, les portes s'ouvrent. L'accueil est à la mesure des moyens. Les débats s'enchaînent, les soirées s'allongent. La lutte et sa pratique sont les sujets essentiels. Nous accédons à une vue imprenable sur notre discipline. Mais qu'est-ce qui motive un tel accueil ? Certes, nous défendons la même histoire et les mêmes traditions. Mais quelque chose semble exister au-delà de cet élan de solidarité qui nous émeut. C'est une forme singulière de relation que nous découvrons au fil de chaque rencontre. Lors de notre baroud d'ouverture à travers l'Europe, les premières marques de sympathie nous surprennent. Elles se succèdent au-delà de nos espérances, toutes plus chaleureuses les unes que les autres. Cette extraordinaire mobilisation nous conduit en Ouzbékistan lors d'un congrès mondial de la fédération. On nous suggère d'étendre notre action aux 4 coins du monde. Cette idée complètement folle avait-elle une chance d'aboutir sans l'énorme élan de solidarité exprimé par tous ces lutteurs ? Nous ne le pensons pas. Au Japon, l'accueil est identique. Chacun a le plaisir de présenter sa culture, ses traditions, de montrer sa pratique de la lutte, ses apports et ses différences. Sur le continent américain, un médecin iranien décide de nous prendre en charge. Il nous fait découvrir l'Athletic Club de New York, ainsi que l'association Beat the Street, à l'origine de nombreux événements pour la promotion de la lutte. Nombreuses sont les personnes qui nous accueillent et nous aident à réaliser nos images. À Columbus, au cœur de l'Ohio, un entraîneur, pour qui nous étions inconnus quelques jours avant notre arrivée, nous ouvre gracieusement les portes de sa maison et nous invite à la lutte universitaire américaine. C'est un projet fantastique. Je n'ose imaginer tout ce qu'ils ont dû mettre en place pour organiser ça. La logistique, les financements. Je ne suis pas quelqu'un qui roule sur l'or. Je n'ai pas pu leur financer quoi que ce soit, mais je les ai accueillis, tous les 10, chez moi. Ils sont restés quelques jours. Je leur ai obtenu des tickets pour une compétition. Peu importe comment vous aider, mais c'est très important de garder ce projet en vie. Ce lien particulier entre combattants, entre lutteurs, est présent partout. La Wrestling Family, c'est pas que du sang. On peut en partager parfois sur le tapis, mais c'est pas ça le lien. Les lutteurs ont ce respect tacite l'un pour l'autre. Quand tu sais tout ce que celui en face a traversé pour être là, il y a un lien. La lutte est un sport exigeant. Ça demande beaucoup de sueur, de fatigue, parfois du sang pour y arriver et devenir bon. Et tous ceux qui sont passés par là forment une famille. C'est quasiment automatique. Si tu croises quelqu'un avec des choux aux oreilles, il y a une connexion immédiate. Au Moyen-Orient, des relations se nouent avec des inconnus. Dans la rue, à partir d'un simple repère physique de lutteur. Sitôt notre volonté de s'entraîner exprimée, des propositions d'échange sur nos pratiques nous sont offertes.
Des liens d'amitié naissent très vite. Nous vivons ensemble. Dans tous les pays que nous traversons, les instances sportives sont à l'écoute de nos demandes. Elles nous accueillent et nous aident. En Afrique, comment ne pas être conquis par la simplicité des échanges, sur les plages ou dans la rue? Simplicité qui fait la force de la lutte à travers le monde. L'accueil, les relations, le soutien qu'on nous témoigne s'imposent comme un phénomène relationnel exemplaire. Cette singularité que nous appelons la Wrestling Family est le produit de la rudesse de notre sport. Tous les peuples combattent. Chacun sait quel engagement cela exige, quelle vertu cela engage. Force, vitesse, mental sont menés aux limites. Plus l'engagement est intense, plus il inspire le respect. Cette capacité d'affrontement extrême unit les lutteurs dans une fraternité sans frontières. Ils partagent ensemble ces valeurs de persévérance et d'effort. Des valeurs que l'olympisme consacre. Des valeurs qui font que depuis toujours, la lutte est olympique. Durant 2 ans, ces jeunes lutteurs sont allés à la rencontre de leur discipline. Ils se sont engagés corps et âme pour en découvrir les différents aspects afin de les présenter au public. Ils ont pratiqué la lutte sous différentes formes, mais toujours dans le même état d'esprit. Cette formidable expérience sportive, culturelle et humaine les marquera à jamais. À Rio, l'aventure arrive à son terme. La grande famille de la lutte se retrouve aux Jeux Olympiques pour admirer le spectacle des combats et vivre ensemble de magnifiques émotions. On savait que ça existait, la Wrestling Family, mais on pensait pas que c'était aussi fort. Partout où on allait, en fait, il suffisait de dire qu'on était lutteur et on était accueillis à bras ouverts. Peu importe le pays, les gens avaient rien, mais ils nous donnaient tout ce qu'ils avaient. Notre sport unit toutes les personnes qui le pratiquent, qui travaillent pour ce sport, c'est exactement ça. Alors en plus d'avoir trouvé une famille dans ce groupe, on a aussi trouvé une famille à travers le monde entier, parce que dès qu'il s'agit d'aider un lutteur, ils nous aident tout de suite, même s'ils ne sont pas eux-mêmes directement des lutteurs. L'esprit de la Wrestling Family, c'est un esprit qui va au-delà de la couleur de peau, de nos cultures, de notre langue. Tout le monde s'aide à partir du moment où on fait de la lutte, tout ça pour défendre la même chose. L'équipe a réalisé son rêve, son défi. Elle peut offrir au monde sportif un large regard sur sa discipline. Elle peut affirmer sans réserve que la lutte n'a pas de frontières.